Très bien, il est 11h30, donc nous allons démarrer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Brisé, l'expert juridique de l'Opcadéfi. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire, donc troisième webinaire d'une série de quatre, donc webinaire consacré à la réforme, évidemment, toujours, et tout particulièrement aujourd'hui à l'un de ces dispositifs phares, qui est le compte personnel de formation. Donc, il n'est pas un dispositif nouveau, c'est un dispositif qui a été créé en 2014, mais qui se voit bien entendu confirmé dans le cadre de la réforme de 2018. Vous avez un système de chat à droite, sur l'onglet à droite, sur lequel vous pouvez poser vos questions. J'ai la chance d'être accompagné de notre service communication et puis de deux conseillers formation aussi de chez nous, Hervé et Lucie, qui vont pouvoir répondre à vos questions directement en fait sur le chat. Et puis moi-même, à chaque fin de partie, je pourrai également y répondre. Donc n'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser vos interrogations. Alors, webinaire défi consacré au CPF. On va envisager le CPF en deux grandes parties. Nous allons voir ensemble en fait les deux voies d'accès au compte personnel de formation aujourd'hui. Donc d'abord, dans un premier temps, le CPF de droit commun, qu'on va qualifier de rénové. On verra évidemment, on abordera ensemble les principales nouveautés en matière de CPF, la monétisation, les formations éligibles, les règles de mise en œuvre, les financements, les abondements au PCO en 2019. Voilà, tous les aspects spécifiques au compte personnel de formation. Et puis, on terminera également par un petit point un peu plus RH, on va dire, sur la problématique de l'intégration du CPF dans la politique de formation de l'entreprise. Voilà, donc ça sera la première partie la plus importante en termes de volume. Et puis une deuxième partie sur la seconde voie d'accès au compte personnel de formation, donc le CPF de transition professionnelle, vous le savez, qui est un nouveau dispositif qui remplace le congé individuel de formation, alors qui n'est pas géré par défi en 2019 ni dans les années à venir, qui est géré temporairement sur 2019 par le réseau des fonds GESIF. Et puis ensuite, à partir de 2020, par le réseau des CPIR, Commission paritaire interprofessionnelle régionale. Voilà, donc nous aborderons le CPF en deux temps au cours de ces deux différentes parties. Ça va durer 3 quarts d'heure, voilà, donc cette fois-ci, nous ne déborderons pas. Je sais que sur le précédent webinaire, on avait un peu débordé parce que le sujet était particulièrement complexe et long, parce que c'était consacré à l'ensemble de la réforme. Alors, en introduction, on vous rappelle simplement que le compte personnel de formation, donc vous le savez, a été créé en 2014. Il avait quelques particularités au cours de la précédente réforme. Il était alimenté en heures. Il était mobilisable pour suivre des formations qui étaient restreintes, dans le sens où les partenaires sociaux décidaient de savoir si telle ou telle certification était éligible. Donc on avait un système de listes, les listes Copanef, les listes Coparef, les listes CPNE, voilà, qui venaient prioriser les financements autour d'une partie de l'offre de certification professionnelle. Et ce système-là avait notamment été remis en cause en 2018. On le reverra également tout à l'heure. Et puis le CPF coexistait avec un autre dispositif d'accès à la formation individuelle, qui était donc le congé individuel de formation. Voilà, donc si on devait qualifier les trois grandes nouveautés du CPF suite à la réforme de 2018, la monétisation du CPF, on reviendra dessus évidemment, l'ouverture des actions de formation éligibles à un panel de certification beaucoup plus large que par le passé, puisque le système de liste a été supprimé. Et puis le CPF donc de transition professionnelle, qui remplace le congé individuel de formation. Le plan, donc CPF de droit commun dans un premier temps, CPF de transition professionnelle dans un second temps. Et je vous propose de démarrer dès maintenant donc sur le CPF de droit commun. Donc le CPF rénové, tel que beaucoup de commentateurs de la réforme l'ont qualifié depuis maintenant plus d'1 an. Donc le CPF rénové. Alors tout n'est pas nouveau dans le cadre du compte personnel de formation. Il y a quand même des grands principes qui perdurent entre les deux réformes, celle de 2014 et celle de 2018. Les principes fondamentaux qui sont conservés. Alors un rappel, le compte personnel de formation, ce n'est pas un dispositif en soi, c'est un dispositif qui s'inscrit dans un périmètre plus large, qui est le compte personnel d'activité. D'ailleurs, le système d'information du CPF porte bien le nom de compte personnel d'activité sur Internet. Donc le CPF, il faut le rappeler, n'est que l'une des trois composantes du compte personnel d'activité, puisqu'il existe encore le C2P, donc le compte de prévention professionnelle, ce système de compte qui permet d'indemniser la pénibilité au travail. Et d'ailleurs, alors c'est un système qui fonctionne encore aujourd'hui relativement mal,
hein, faut le reconnaître, mais en tout cas, les points pénibilité existent toujours et ont également été monétisés. C'est quelque chose qu'on entend un peu moins dans le cadre de la réforme. Ils ont été monétisés à hauteur de 375 € par point pénibilité. Donc le principe de passerelle entre le compte de prévention professionnelle et puis le compte personnel de formation existe encore en 2018 et les deux compteurs ont été monétisés. Si jamais vous aviez des demandes de financement dans vos entreprises sur ces points pénibilité, n'hésitez pas à faire appel à votre conseiller formation qui vous expliquera un petit peu comment fonctionne tout ce système de financement. Et puis également, un compte beaucoup moins connu, le compte engagement citoyen, ce compteur qui permet d'indemniser, on va dire, l'investissement associatif et bénévole des salariés, qui est encore également pérennisé par la réforme, avec le principe d'une capitalisation de 240 € par an, plafonnée à 720 € sur 3 ans. Voilà, donc ces passerelles existent et subsistent encore avec la réforme de 2018. Et c'est pareil, ça permet de compléter des financements sur des parcours de formation initialement prévus dans le cadre d'un CPF unique. Les principes essentiels du CPF sont également conservés, les conditions d'ouverture du droit. Il faut être âgé au moins de 16 ans. Le CPF est toujours fermé au moment du passage à la retraite. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Les euros disponibles sur le compteur sont perdus dès lors que le salarié part à la retraite et ne les a pas engagés avant son départ effectif à la retraite. Et puis, bien évidemment, le principe du maintien des droits acquis tout au long de la vie professionnelle, qui perdure également dans le cadre de la réforme. Et puis également, et ça me reverra tout à l'heure, le maintien de la logique d'abondement, évidemment, pour favoriser la co-construction des parcours. La logique d'abondement qui est priorisée, évidemment, principalement sur l'entreprise. Donc, l'idée est simple, c'est d'inciter les entreprises à avoir une politique CPF et puis à favoriser la co-construction d'un parcours qui répondra à la fois aux aspirations personnelles d'un individu, mais également aux besoins en termes de développement des compétences de l'entreprise elle-même. Donc on verra les moyens qu'offre la réforme de 2018 pour favoriser cette logique de co-construction. Et puis évidemment, le salarié lui-même, il faut le rappeler aussi, la négociation dans le cadre d'un CPF, lorsqu'il y a négociation, bien évidemment, cette négociation, elle est totalement libre. Et il est tout à fait envisageable de prévoir aussi un cofinancement avec une partie qui serait financée par l'OPCO, une partie qui serait financée par l'employeur, et puis éventuellement un reste à charge qui serait à payer de la poche de l'individu lui-même. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rappelle souvent, c'est l'employeur, dès lors qu'il accompagne un projet CPF, n'est en aucun cas dans l'obligation d'assurer l'intégralité de son financement. Voilà, donc ces principes fondamentaux, ils subsistent sur la réforme de 2018. Alors les nouveautés, on va les voir une par une, capitalisation, formation éligible, modalité de mise en œuvre, financement, abondement et négociation d'entreprise. Alors la grande nouveauté du CPF version post-réforme, c'est bien entendu la monétisation. Donc un principe de monétisation, alors qui a été mis en œuvre pour plusieurs raisons, pour faciliter une meilleure lecture des compteurs par les salariés eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'avoir un capital en heures n'était pas forcément lisible pour un individu, puisqu'il fallait ensuite traduire ce capital en heures en euros, avec des conversions en euros qui variaient suivant les branches professionnelles. Donc là, on a voulu avoir un système de monétisation pour faciliter la lecture et puis également détacher la prise en charge des actions de formation de leur durée. Voilà, l'idée, c'est également ça, c'est de dire, quelle que soit la durée de l'action de formation, le salarié dispose d'un capital et puis on va donc dissocier la durée d'un parcours en heures de son modèle de financement. Alors, le principe, on a, vous savez, plusieurs réserves d'heures en matière de compte personnel de formation. La première réserve, c'est cette fameuse réserve d'heures DIF. Vous savez, les heures DIF qui étaient qui sont acquises au 31 décembre 2018, qui sont conservées jusqu'au 31 décembre 2020. Pour rappel, ces heures, si elles ne sont pas engagées sur un projet avant le 31 décembre 2020, eh bien, elles seront perdues au 1er janvier 2021. On avait un doute il y a quelques mois là-dessus, mais c'est bien confirmé, ces heures seront perdues si elles ne sont pas utilisées. Donc le volume d'heures DIF acquis, donc 120 heures maximum, va être converti à hauteur de 15 € de l'heure. Voilà, alors si on prend la diapo suivante, en imaginant un salarié qui a un capital d'heures DIF et CPF à stock au jour d'aujourd'hui, vous voyez sur la partie gauche, les heures de stock DIF
120 heures maximum, donc disponibles au 1er janvier 2019, qui correspondent, si on les multiplie par 15 € de l'heure, à un capital potentiel de 1 800 €, voilà, au titre de la réserve monétaire droit individuel à la formation. Voilà. Ces heures donc vont perdurer jusqu'au 31 décembre 2020. Ensuite, deuxième réserve d'heures disponibles, le stock CPF, donc le stock des heures CPF acquises entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, donc soit au total 96 heures de formation maximum. Alors les compteurs ont été mis à jour normalement, en principe aujourd'hui, intégralement sur 2015-2018. Donc ça suppose qu'un salarié peut avoir potentiellement 96 heures de CPF, voilà, multiplié par 15 € de l'heure également, donc ça fait 1 440 € d'heures disponibles, de montant financier disponible au jour d'aujourd'hui. Donc si on additionne les deux, la réserve d'heures diff et puis le stock CPF 2015-2018, on a un budget de 3 240 € disponible au titre du CPF aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a d'abord, dans un premier temps, donc, cette conversion à 15 € de l'heure pour les heures anciennes, on va dire. Et puis, de l'autre, le mécanisme de capitalisation des heures CPF à compter du 1er janvier 2019. Donc là, on rentre sur un mécanisme de capitalisation forfaitaire et monétisé à hauteur donc de 500 € par an pour les salariés qui sont diplômés, en fait, donc qui ont un diplôme de niveau 5 à niveau 1 éducation nationale, en sachant que le principe de capitalisation intégrale vise tous les salariés qui ont à minima un mi-temps. Donc, dès lors qu'on a un mi-temps, on capitalise comme si on était à temps plein, 500 € par an. Et puis, pour les salariés qui ne sont pas diplômés, donc niveau 6 éducation nationale, pareil, un mécanisme de capitalisation monétisé qui se veut bonifié, majoré, à hauteur de 800 € par an, avec un plafond de 8 000 € au lieu de 5 000 dans le premier cas. Voilà. Donc, vous voyez, une conversion en heures pour les heures passées et puis une capitalisation forfaitaire pour les heures à venir, 2019 et suivantes. Voilà. Bien évidemment, pour bénéficier de la majoration, lorsqu'on n'a pas de diplôme, il faut déclarer sa situation sur moncompteactivité.fr, moncompteactivité.gouv.fr, parce qu'évidemment, il faut que le système d'information soit alerté de cette condition-là. Voilà. Alors évidemment, le conseil, si on fait référence aux heures diff, il est très simple, il est d'inciter les salariés évidemment à engager à minima leur crédit d'heures diff, voilà, monétisé, puisque ces heures et leur valeur monétaire sera perdue au 31 décembre 2020. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre le tableau, là, vous avez l'ensemble du modèle financier potentiel pour vos salariés. Voilà, donc ça, c'est le principe de la monétisation. Alors, la critique qu'on peut faire à la monétisation, évidemment, c'est que les volumes financiers sont en général beaucoup moindres que ceux qu'on pouvait trouver par le passé, évidemment. Il faut le savoir, il y a une volonté des pouvoirs publics d'augmenter la consommation du CPF alors dans des ratios de 2, 3 ou à 4 par individu. Donc de multiplier par 4 la consommation tout en restant à des volumes de financement qui restent similaires aux années précédentes. Donc évidemment, il y a une baisse des financements, on est dans un droit universel. Un droit universel, il a vocation à être généralisé à l'ensemble d'un maximum de personnes. Mais évidemment, si on reste sur un niveau financier similaire, les financements par salarié sont forcément amenés à baisser. D'où sans doute, dans les mois et les années à venir, une politique d'abondement par l'entreprise qui sera quasiment obligatoire si vous voulez avoir une politique de formation active, proactive en matière de compte personnel de formation. Les formations éligibles. La bonne nouvelle en matière de réforme, là, c'est que, on l'a dit en introduction, par le passé, les formations éligibles étaient contraintes par ce système de liste, puisque les partenaires sociaux, suivant les branches, priorisaient en fait l'accès à telle ou telle certification. Certains autorisaient les certifications en sécurité, d'autres pas, certains les formations en langue, d'autres pas. Voilà, donc c'était très compliqué à appréhender pour les individus, puisque un salarié dans la chimie qui relevait de la région PACA n'avait pas accès aux mêmes certifications qu'un salarié plasturgie qui habitait en Île-de-France. Donc il y avait une grosse incompréhension, ça participait à la complexité du dispositif, et donc il y a une volonté de simplification et d'universalité toujours du compte personnel de formation. Donc le système de liste a été supprimé, et désormais c'est l'ensemble de l'offre de formation certifiante en France qui est désormais éligible au CPF.
Donc, d'abord, la dizaine de milliers de certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, l'ensemble des titres et diplômes d'une durée longue, hein, là pour le coup, inscrits au RNCP. En sachant que, vous le savez, de plus en plus maintenant, et ça va aller en accroissement avec la réforme, les diplômes et les titres professionnels sont découpés en blocs de compétences, c'est-à-dire en blocs de compétences homogènes, voilà, avec l'intérêt que ces blocs, ces morceaux en fait de certification puissent être valorisés à l'unité par un individu. Donc ça signifie que quand on parle d'accès aux certifications RNCP, ce n'est pas forcément l'accès à l'ensemble du diplôme qui est visé, mais on peut sélectionner un morceau, un bloc de compétences qui va pouvoir être financé à l'unité dans le cadre du compte personnel de formation. Donc ça peut être utile notamment pour les formations en RH, pour les formations en management. Si vous avez des morceaux de diplômes qui vous intéressent, ils sont valorisables dans le cadre du compte personnel de formation. Voilà. Et la réforme, en plus, a créé l'obligation de généraliser l'accès à ces blocs de compétences. Donc, ça veut dire que la dizaine de milliers de certifications RNCP, à terme, devront toutes être organisées en blocs de compétences. Voilà, donc ça, c'est déjà un gros morceau quand même en matière d'éligibilité. Vous avez les formations éligibles qu'on appelait auparavant éligibles à l'inventaire, pardon, qui s'appelle maintenant répertoire spécifique. Donc toutes les formations courtes, habilitation, les certifications, alors les certifications en langue évidemment, le TOEIC, le BULAT, le TOEFL, le DCL et autres, les certifications en informatique, en bureautique, les certifications Microsoft, le TOSA, le PCIE, toutes les certifications en matière de sécurité aussi, le CACES, etc., etc. Voilà, donc toute une série aussi de certifications. Il y en a à peu près 4000, voilà, qui sont sur un modèle, là, cette fois-ci, beaucoup plus court en termes de durée, et qui sont également donc éligibles au CPF. Et dans une logique d'universalité, on a la même éligibilité pour tous les salariés, quelle que soit leur branche professionnelle d'appartenance et quel que soit leur lieu géographique de résidence. Et puis évidemment, on ne peut pas les oublier, les CQP, les CQPI de branche, voilà, les diplômes de branche qui sont très utilisés dans nos secteurs, dans la chimie, dans la plasturgie, dans la pharmacie, voilà, qui restent éligibles. Donc ça fait un total de 14 000 certifications éligibles. Voilà, on n'oublie pas évidemment la VAE, le bilan de compétences, CLEA, etc., etc. Les permis de conduire aussi, qui sont une nouveauté liée à la réforme. Voilà. On vous a mis le lien sur la liste universelle, hein, donc la liste d'éligibilité des certifications, donc qui est mise à jour régulièrement, tous les 10 jours à peu près. Et puis également une base de données sur les blocs de compétences. Il y a une base de données qui est en train de se créer actuellement, qui est gérée, si je ne me trompe pas, par les CARIFOREF, hein, voilà, qui vous donne accès aussi donc, à ces morceaux de certification RNCP qui sont éligibles à l'unité. Alors elle est encore perfectible, cette base de données, mais elle a le mérite d'exister et puis d'être mise à jour aussi de manière assez régulière. Voilà. Concernant les modalités de mise en œuvre du CPF, alors il n'y a pas eu réellement de changement avec la réforme. Alors, il y a eu un petit détail quand même sur lequel on va mettre l'accent aujourd'hui, qui a créé parfois quelques interrogations parmi les employeurs. On a toujours deux grands types de CPF, hein. Alors le CPF qu'on qualifie, nous, chez Défi, de CPF titulaire seul, hein. Donc c'est un CPF dont la particularité est celle de viser un projet qui n'est pas partagé avec l'employeur. Et donc le salarié va monter lui-même son dossier auprès de Défi et va donc opérer lui-même la demande de prise en charge. C'est un CPF titulaire seul, on a un service dédié pour ce type de public. Et puis, on a également les CPF dont l'intérêt est partagé avec l'entreprise, donc on va qualifier CPF d'entreprise, et là où le montage financier est assuré par l'entreprise elle-même. Voilà. Alors, on a toujours ces règles de délai qui sont plus ou moins respectées à la fois par les salariés et les employeurs. On doit toujours réaliser une demande d'autorisation d'absence, hein. Alors avant la réforme, la demande du salarié portait sur la demande d'autorisation d'absence et la demande sur le choix de l'action de formation qui était portée. Bon. Et la réforme a supprimé la demande d'autorisation sur le choix de la formation. Ne subsiste qu'une demande sur l'autorisation d'absence. Et ça a créé en fait quelques interrogations parfois, où certains ont dit oui, mais alors du coup, un employeur, puisqu'évidemment, la demande ne porte que sur l'autorisation d'absence du salarié, un employeur ne peut pas refuser une demande de CPF entreprise sur le cadre du temps de travail effectif. Bien sûr que si, hein, il faut rectifier tout ça. L'employeur peut refuser systématiquement, si le projet ne lui convient pas,
une autorisation d'absence dans le cadre du CPF et donc orienter le salarié vers un CPF titulaire seul. Voilà. Donc il n'y a aucune obligation d'acceptation en termes de CPF piloté par l'entreprise. C'est vraiment un projet co-construit et donc avec un accord dual entre le salarié et son employeur. Voilà. Sinon, pas de nouveauté sur les délais, 60, 120 jours, suivant la durée du projet de formation présenté par l'entreprise, présenté par le salarié, pardon. Ensuite, les modalités de financement. Évidemment, un sujet qui nous intéresse tous. Hein, on l'a dit, hein, soyons réalistes, les modalités de financement sont quand même largement revues à la baisse par rapport à ce qui était possible de faire depuis 2015. Alors c'est aussi un mécanisme naturel, hein, au-delà de la réforme, c'est-à-dire que en 2015-2016, les entreprises ont mis du temps à s'approprier le dispositif. Et bien évidemment, c'était comme pour le DIF dans les années 2005-2006, hein, il y avait plus de financement que de demandes de la part de nos entreprises. Avec le temps, eh bien, les entreprises se sont appropriées le dispositif. Et évidemment, il y a de plus en plus de demandes et donc du coup, avec des enveloppes financières qui restent à niveau équivalent, eh bien, les prises en charge aussi naturellement baissent. Donc le principe, donc un CPF monétisé, hein, donc vous l'avez remarqué, hein, sur les compteurs, pour des raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, mais relativement techniques, on va dire, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, hein, qui gère le système d'information, qui gère les compteurs. Vous avez toujours un double affichage, heures et euros, sur vos compteurs, compte personnel de formation. Bah, peu importe, à la limite, ce qui compte, c'est le disponible en euros. Hein, puisque quoi qu'il arrive, de toute façon, quelle que soit la durée d'un parcours de formation, voilà, tant que le coût pédagogique, tant que le montant disponible sur le compteur permettra de prendre en charge les coûts pédagogiques, eh bien, nous irons puiser dans cette réserve en euros. Voilà. Donc le principe, c'est que le premier financement, c'est le compteur du titulaire lui-même, donc le disponible en euros disponible sur le compteur, voilà, qui va permettre le financement du parcours de formation. Hein, donc si on prend une formation qui coûte 2 940 € par exemple et qui dure 50 heures, eh bien, peu importe qu'on ait 70 heures sur le compteur, ça on ne s'en préoccupe pas. Quoi qu'il arrive, on prendra l'intégralité du compteur, donc les 1050 € disponibles, pour proposer, là, à ce stade, une prise en charge partielle du dossier de financement. Voilà. Donc ça, c'est la première règle en matière de financement. La consommation du compte du titulaire en priorité pour assurer le financement du projet. La deuxième règle, et ça c'est une nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est que les financements CPF, nos financements CPF, ne peuvent plus désormais être fléchés qu'uniquement sur les coûts pédagogiques. Alors que jusqu'à fin 2018, nous pouvions prendre en charge également des frais annexes, mais également de la rémunération. Voilà. Donc aujourd'hui, un financement uniquement sur les coûts pédagogiques, à l'exception des entreprises de moins de 50 ETP, ou pour ces dernières, il existe des budgets complémentaires, alors non pas sur les enveloppes CPF, mais dans le cadre des budgets mutualisés, plans de formation, plan de développement des compétences, pardon, des entreprises. Voilà. Donc, on prendra en charge uniquement des coûts pédas, donc tous les coûts pédagogiques et assimilés. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple, hein, des frais de fonctionnement, des frais de support, de frais de dossier. Voilà, tous ces éléments-là, évidemment, sont assimilés à des coûts pédagogiques et peuvent être pris en charge par défi, dans la limite, évidemment, des budgets disponibles, hein, sur le compteur de l'individu. Voilà, donc ça, c'est la deuxième règle, le deuxième grand principe en termes de financement de défis. Et puis, la troisième règle, la troisième nouveauté, alors ce n'est pas réellement une, hein, c'est le maintien des possibilités d'abondement. Alors c'est un maintien exceptionnel, hein, puisque ça vaudra uniquement sur l'année 2019, puisque je vous le rappelle, on ne l'a pas encore précisé, mais à partir du 1er janvier 2020, ce sera la Caisse des dépôts et consignations qui gérera le dispositif, qui gérera les demandes d'instruction et de règlement et de financement des dossiers. Donc 2019 est une année temporaire, voilà, année durant laquelle l'OPCO reste autorisé à prévoir une politique d'abondement supplémentaire. Alors les politiques d'abondement, elles sont bien évidemment décidées par les branches professionnelles, validées par nos branches professionnelles, et elles sont évidemment conditionnées par les disponibilités financières que nous avons au sein de l'enveloppe compte personnel de formation. Alors la logique de l'abondement, elle a un peu été modifiée par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, quand on parlait d'abondement, on parlait d'une somme financière qui intervenait en plus du financement qu'on opérait sur la base du compteur du salarié. Ça, c'était un abondement supplémentaire. Là, la politique d'abondement de cette année, elle est un peu différente.
C'est-à-dire que l'abondement qu'on vous propose, donc la grille de prise en charge qu'on vous propose ici, donc vous le voyez, hein, des abondements. Alors là, une des nouveautés, c'est qu'il n'y a plus d'abondement financier pour les formations en langue. Donc les TOEIC, les BOULAT, les TOEFL et les autres ne peuvent être financés que sur la base exclusivement du disponible en euros disponible sur le compteur de l'individu. Voilà. On a un abondement général de 3 000 euros pour un maximum d'actions de formation autres que les langues et autres que le management. Et puis, on a des abondements spécifiques pour le management, 8 000, 15 000 euros, et puis des abondements spécifiques pour les CQP et les permis de conduire. Voilà, pour toutes ces règles en matière d'abondement, je vous invite, si vous avez des doutes, à consulter également vos conseillers formation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet abondement-là, si on prend par exemple un abondement de 3 000 euros sur une formation en comptabilité, eh bien cet abondement de 3 000 euros va intégrer d'entrée le disponible sur le compteur. Donc ça signifie que si sur le compteur de l'individu, on a 2 500 euros, eh bien il faut comprendre l'abondement de 3 000 comme simplement un abondement de 500 euros supplémentaires par rapport aux 2 500 euros disponibles sur le compteur. Ouais, donc vous voyez, c'est un abondement qui est moins avantageux que ceux qu'on avait pu connaître en 2008, mais qui existe et qu'il faut intégrer dans votre modèle de financement du CPF en 2019. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des petites questions? Bon, on verra tout à l'heure. Les possibilités de co-construction de parcours par l'entreprise. Alors, pareil, on l'a dit en introduction, le CPF est fortement s'inscrit forcément dans une logique de co-construction par l'entreprise. C'est une volonté des pouvoirs publics. Donc, ce n'est pas une thématique nouvelle. Hein, l'abondement et la co-construction de parcours par l'entreprise date de 2015. Alors, on a plusieurs types de co-construction de parcours qu'on peut envisager ensemble. Alors, des co-constructions qui vont être la plupart du temps volontaires, optionnelles pour l'entreprise, et puis parfois aussi, même si on n'aura pas le temps d'en parler plus que ça, mais des possibilités de construction qui vont être imposées par la loi. Hein. Alors, premier type de co-construction, de gré à gré employeur-salarié, c'est très simple. Hein, c'est le cas de l'entreprise qui gère sa politique de CPF au cas par cas. Donc, évidemment, individuellement, dans une relation contractuelle individuelle avec vos salariés, vous gérez de gré à gré les dossiers CPF que vous allez accompagner de ceux que vous allez renvoyer vers la procédure de CPF titulaire seul. Vous avez également des possibilités d'abondement par accord de branche. Donc ça, à voir si les branches professionnelles, nos branches professionnelles, vont envisager la mise en place d'éventuelles contributions conventionnelles qui viendraient apporter des cofinancements supplémentaires au titre du CPF. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus, donc on ne va pas aller plus loin sur cette analyse-là. Et puis, la possibilité de construction la plus importante, celle la plus mise en avant par les pouvoirs publics, c'est la possibilité d'abondement par accord de groupe ou d'entreprise. Alors, ce mécanisme-là, il est assez astucieux. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de prévoir par accord d'entreprise, donc de se mettre d'accord avec les partenaires sociaux, pour prévoir des possibilités d'abondement, soit par type de public, soit par type de certification, soit en couplant les deux. Voilà, des possibilités d'abondement supplémentaires, voilà, qui vont venir se rajouter à l'abondement monétisé prévu par la réforme, par la loi. Par exemple, un accord d'entreprise qui prévoirait un abondement systématique de 1 euro supplémentaire par rapport à l'euro disponible sur le compteur. Hein. Bon, ça, c'est un choix ou pas de l'entreprise qui n'a véritablement d'intérêt qu'à partir de 2020, hein, puisqu'en 2019, on a encore des abondements OPCO. L'intérêt de l'accord d'entreprise, au-delà d'avoir une politique de formation CPF qui soit matérialisée et formalisée avec les partenaires sociaux, bien entendu, il y a un intérêt technique, puisque tous les salariés qui seraient couverts par un accord d'entreprise à partir du 1er janvier 2020, eh bien, seront tagués comme tels, le terme n'est pas très joli, seront identifiés comme tels sur le système d'information de la Caisse des dépôts. Donc, ça veut dire qu'il y aura un portail spécifique sur le système d'information dans lequel l'entreprise informera la Caisse des dépôts de l'existence d'un accord d'entreprise, de ses modalités de cofinancement. Et donc, les salariés seront identifiés comme ayant des avantages financiers supérieurs à ceux prévus par la loi. Et il y aura un mécanisme de circuit financier qui va se créer, qui va permettre à l'entreprise de récupérer automatiquement les sommes disponibles sur les compteurs des salariés pour régler derrière l'organisme de formation.
voilà, en lieu et place de la Caisse des dépôts elle-même. Oui, donc il y a un mécanisme de redistribution des fonds des compteurs des individus dès lors que des projets de formation seront validés par l'entreprise et le salarié, et donc qui seront couverts par un accord d'entreprise. Voilà. Donc ça, à voir comment techniquement tout ça, ça va être formalisé concrètement à partir de 2020. Mais en tout cas, c'est un circuit financier qu'il faut garder en tête et qui peut avoir une utilité, en fait, notamment dans les grandes entreprises. Ensuite, des abondements plus forcés. Alors ceux-là, vous en connaissez forcément très bien l'un sur les deux. Il y a un abondement, ce qu'on appelle l'abondement Macron, sur lequel on ne va pas s'étendre. Ça vise tous les salariés qui sont licenciés après un refus d'une modification de leur contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise. Par exemple, un changement de localisation d'entreprise ou autre. Le salarié refuse cette modification, il y a un abondement prévu obligatoire de 3 000 euros, mais qui est encore très peu connu aujourd'hui. Et puis surtout, évidemment, le plus important, l'abondement obligatoire dans le cadre de la gestion des parcours tous les 6 ans, donc dans le cadre de l'entretien professionnel. Hein, vous le savez, dès lors qu'un salarié n'aura pas bénéficié de 3 entretiens sur la période de mars 2014 à mars 2020, et puis de surcroît, dès lors qu'il n'aura pas bénéficié d'une formation autre qu'obligatoire au sens de la réforme, eh bien, l'entreprise devra verser en principe 3 000 euros supplémentaires sur le compteur CPF de l'individu. Donc, ce n'est pas des sommes qui sont anodines. Hein. La problématique de l'entretien professionnel mériterait même un webinaire à part entière là-dessus. Hein. Mais évidemment, il faut avoir en tête que ces possibilités d'abondement démarreront à compter de mars 2020, hein, qui marquera la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur des entretiens professionnels. Et donc être très méfiant, faire très attention là-dessus. On en reparlera sans doute à l'occasion d'un autre webinaire. Comment intégrer le CPF dans la politique de formation d'entreprise? Si on fait la synthèse sur cette année, on peut identifier 4 niveaux d'intégration, hein, pour faire relativement simple. Pour avoir un premier niveau qui va être le niveau de base, on va dire, hein, c'est-à-dire de prévoir une simple information aux individus. Alors notamment, on pense aux salariés qui ont encore des heures de diff pour éviter qu'ils les perdent, comme on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, donc ce serait une information aux salariés. Alors n'hésitez pas à utiliser les outils de communication de défi. Hein, il y a pas mal d'outils sur notre site internet. On a aussi pas mal de vidéos sur le compte personnel de formation. Avec ce champ d'opportunité donc de la consommation des heures diff avant la fin de l'année 2020. Voilà. Donc ça, la simple information, sans aller plus loin, et puis donc une gestion des dossiers CPF au cas par cas. Le deuxième niveau, la phase suivante, c'est la mise à disposition d'une offre de formation. Voilà, donc là, il y a déjà un travail à faire sur l'élaboration d'une offre de formation qui serait éligible sans forcément être accompagné d'un abondement de l'entreprise. Voilà, là, vous accompagnez les salariés simplement pour leur proposer une offre qui réponde à la fois évidemment aux critères qualité pour être finançable par l'OPCA en 2019 ou par la Caisse des dépôts en 2020, et puis qui répondent à un certain niveau d'exigence pédagogique, qui puisse être suffisamment important pour permettre aux salariés d'avoir des bonnes formations. Voilà, donc ça, c'est l'offre de formation éligible sans abondement. Après, vous avez le troisième niveau, toujours la mise à disposition d'une offre, mais avec une logique d'abondement entreprise. Voilà. Alors, des abondements qui sont soit financés directement par l'entreprise, soit qui intègrent évidemment aussi des abondements au pro, voilà, mais dans une logique là, de co-construction des parcours et de cofinancement des parcours. Ça, c'est la troisième étape. Et puis, dernière étape, c'est l'étape entre guillemets ultime, c'est une politique d'abondement avec une offre de formation calée par l'entreprise, avec accord collectif, donc avec la signature d'un accord d'entreprise, alors qu'il n'a d'intérêt principalement qu'à partir de 2020, et donc qui permettra, comme on l'a dit tout à l'heure, de récupérer les compteurs des salariés et donc d'avoir une gestion des flux financiers beaucoup plus simple à gérer de manière collective et non plus individuelle avec la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, donc vous voyez, on peut identifier quatre grandes politiques de formation qui sont graduelles dans le niveau d'investissement qu'on demande à l'entreprise. Question sur l'entretien pro. Oui, Lucie a répondu. Et puis l'application smartphone dédiée, on en a beaucoup parlé aussi, je ne reviens pas dessus. Elle est prévue avant la fin de l'année. Au principe, on est toujours sur une deadline du 15 octobre 2019.
hein. Donc, cette application, c'est un pari, hein. C'est le pari de permettre aux salariés et aux demandeurs d'emploi, sans intermédiaire, de gérer directement leur dossier formation au travers d'une application smartphone dédiée. Voilà, sur lequel on pourra connaître eh bien, évidemment ses droits acquis, ses possibilités d'abondement, des références sur les offres de formation certifiantes sur un périmètre géographique, d'abord régional et puis ensuite sans doute national, la possibilité de s'inscrire directement aux actions de formation, enfin c'est très ambitieux, et puis également le fameux TripAdvisor de la formation, dont on a pas mal entendu parler, voilà, qui s'inscrit dans la démarche qualité, hein, des organismes de formation. La problématique qualité qui est aussi un grand élément de la réforme de 2018. Voilà, donc on l'attend en octobre 2018, sans doute, comme c'était prévu il y a quelques mois, hein, pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2019. Voilà. Alors, au niveau des questions, on m'apporte deux, trois questions. Règlement direct des CPF personnels. Alors, sur 2019, les CPF personnels, donc chez Défi, et dans l'ensemble des OPCA d'ailleurs, hein, des OPCO, pardon, sont réglés directement aux organismes de formation, hein. Donc, il n'y a pas d'avance de trésorerie qui est à faire par les salariés eux-mêmes. On a un principe de subrogation, en fait, qui s'applique également sur les CPF titulaires seuls. Abondement par accord, un coût supplémentaire. Alors là, je suppose, je ne comprends pas trop le sens de la question. Abondement par accord, un coût supplémentaire. Je suppose que vous voulez dire que s'il y a un accord d'entreprise, évidemment, ça aura forcément sans doute un coût supplémentaire puisque se posera la problématique du cofinancement. Bah oui, forcément, puisque si vous entamez une négociation d'entreprise, vous allez forcément avoir des partenaires sociaux qui vont vous proposer de co-construire et de cofinancer les parcours de formation. Ça paraît un peu inéluctable et ça fait partie de l'esprit aussi de cette réforme, hein. La diminution des financements par les grands financeurs OPCO en 2019 et Caisse des dépôts en 2020 implique, techniquement parlant, des cofinancements plus importants que par le passé des entreprises si vous souhaitez maintenir un niveau de consommation similaire à ceux qu'on a connus par le passé. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Internet. Nos conseillers, j'ai l'impression, ont répondu à tout le reste des questions sur le chat. Donc, on les remercie, on les félicite. Et on va passer à la partie 2 qui est beaucoup plus courte, hein, sur le CPF de transition professionnelle. C'est une voie d'accès au CPF qui est parfois mal interprétée, qui est parfois un peu difficile à appréhender aussi, parce que tout simplement, on a du mal à comprendre la logique de la disparition du congé individuel de formation pour le voir remplacé par un CPF de transition professionnelle qui, juridiquement, correspond à peu près au même modèle. Bon. Le CPF de transition professionnelle. Donc, ça ressemble, ça a l'odeur, c'est ce que je dis toujours, ça a l'odeur du congé individuel de formation. Ça ressemble à un congé individuel de formation, mais ce n'est plus un congé individuel de formation. Alors, c'est quoi les grands changements? On reste initialement sur les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire le CPF de transition professionnelle, c'est un dispositif complémentaire au CPF classique qui a pour enjeu de permettre l'accès à des formations longues. Puisque vous comprenez bien que dans le CPF classique, si on a 3 000, 4 000, 5 000 euros sur son compteur, ça paraît compliqué de financer une formation d'un an ou de 2 ans. Bon. Donc il y a un garde-fou qui a été prévu par le législateur et qui permet de conserver ce principe de reconversion professionnelle, ce droit à la reconversion professionnelle qui est sacralisé dans le modèle français depuis le début des années 70. Et donc, on a maintenu un CPF de transition professionnelle qui permet d'accéder à des formations plus longues, plus coûteuses que celles qu'on peut rencontrer dans le CPF classique, du moins lorsqu'il n'est pas cofinancé par l'entreprise. Alors, le principe du CPF, on reste sur les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on est sur un mécanisme de suspension du contrat de travail avec une demande d'autorisation d'absence qui doit être formalisée par le salarié, pardon, et acceptée par l'employeur. Donc ça fonctionne exactement comme un CIF, comme le CIF qu'on a connu par le passé. On peut repousser l'autorisation d'absence, mais on ne peut pas la refuser ad vitam aeternam. On peut la refuser une fois pour une durée maximale de 6 mois. Et ensuite, l'employeur est obligé d'accepter la demande d'autorisation d'absence de la part du salarié. Donc voilà, avec un contrat de travail qui se voit suspendu sur la durée du parcours de formation de reconversion professionnelle. Alors ça, c'est les grandes similitudes avec le congé individuel de formation. Quelles sont les grandes différences? Les grandes différences, c'est que y a un contrôle
qui est plus important, qui est opéré par le financeur. Alors, le financeur, ce sont les fonds GESIF en 2019 et ce seront les CPIR en 2020, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, voilà, qui seront sans doute des émanations des fonds GESIF actuels. Donc, les grandes différences, c'est quoi? La grande différence, c'est qu'il y a un contrôle, donc je l'ai dit, plus important sur le choix du parcours de reconversion qui est proposé par le salarié. Dans le congé individuel de formation, l'individu était libre de se reconvertir sur le parcours de son choix. Voilà. Je pouvais devenir demain potier alors que j'étais juriste jusque maintenant. Le seul critère qui était à respecter, c'était de rentrer dans les publics prioritaires. Il fallait, alors ça dépendait des régions, mais on avait plus de chance si on avait plus de 45 ans, si on avait un niveau de qualification de niveau 5 ou 4 éducation nationale et autres. En tout cas, le choix de l'action, du parcours était totalement libre. Là, le choix du parcours est beaucoup plus contrôlé. Alors, il y a derrière cette volonté de mieux rationaliser l'utilisation et la consommation des fonds. Hein, le CIF, c'était 800 millions d'euros par an pour à peu près, on va dire, 40 000 dossiers. Et là, il faut comprendre que le CPF de transition, ce n'est pas l'une des priorités de la réforme. Donc, ce n'est pas sur ce dispositif-là qu'il y aura le plus de fonds. Hein. On le sait, les fonds sont principalement fléchés sur l'alternance, sur les contrats d'apprentissage, et certainement pas sur le CPF de transition professionnelle. Donc, volonté de mieux utiliser les fonds qui seront dédiés à ce CPF de transition professionnelle, et donc de mieux contrôler les parcours de reconversion professionnelle qui seront proposés par les individus. Alors, ça veut dire quoi? Ce contrôle, il va se matérialiser de plusieurs manières. D'abord, on va fortement inciter l'individu à être accompagné en amont par un conseiller en évolution professionnelle. Voilà, alors c'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais sans doute qu'à terme, les fonds GESIF, les CPIR vont tenter de généraliser et de rendre obligatoire cet accompagnement CEP. Voilà, pour que l'individu soit accompagné, pour que la rationalité de son projet soit vérifiée, pour que la pertinence de son projet soit vérifiée, voilà, pour être certain que ce parcours, il mènera derrière à un emploi, à un job, et sera réellement bénéfique pour l'individu. Donc ça, c'est le premier élément, l'accompagnement CEP facultatif. Et le deuxième élément, qui n'est pas anodin, c'est l'obligation pour les organismes de formation qui seront sollicités sur le parcours en question, d'opérer un positionnement préalable obligatoire du stagiaire. Donc, ils vont devoir vérifier les prérequis du stagiaire, devoir éventuellement aussi personnaliser le parcours, moduler le parcours, dispenser le salarié de tel ou tel élément du parcours s'il en dispose déjà des compétences. Voilà. Donc, d'avoir réellement un parcours qui soit personnalisé, dont la durée, dont le contenu corresponde réellement aux besoins des individus. Et donc, cet accompagnement, ce positionnement préalable, il fait partie intégrante aujourd'hui du dossier de prise en charge auprès des fonds GESIF. Voilà. Et puis, troisième élément de contrôle, les fonds GESIF et les CPIR, lors de l'analyse du dossier, contrôlent également la pertinence du projet et le positionnement préalable. Et donc, peuvent refuser un dossier si le projet n'est pas jugé pertinent par les membres de la commission fonds GESIF. Vous voyez, il y a un contrôle simplement qui est plus flagrant sur la pertinence du parcours qui est proposé par l'individu. Sinon, on reste sur les mêmes fondamentaux, CPF de transition professionnelle, que congé individuel de formation. Alors, très concrètement, hein, si je mobilise un CPF de transition, je vais apporter le montant disponible sur le compteur, sur mon compteur, et puis derrière, le fonds GESIF apportera un complément de financement, voilà, qu'on va voir dans la diapositive suivante. Modalité de financement par les fonds GESIF. Les fonds GESIF prennent en charge les mêmes postes de coûts que par le passé en matière de CPF de transition. Coûts pédagogiques, frais annexes, rémunération, en sachant que pour la rémunération, il y a des paliers de prise en charge suivant le niveau de rémunération de l'individu. En général, c'est 100% de maintien de la rémunération pour les salariés qui vont jusqu'à 2 fois le SMIC. Et puis ensuite, c'est dégressif pour les salaires supérieurs. Et puis une petite nouveauté pour les petites entreprises, pour les moins de 50, c'est que jusqu'à maintenant, l'entreprise était dans l'obligation de faire l'avance de la rémunération et se voyait ensuite remboursée par les fonds GESIF. Alors, ce principe d'avance, il est maintenu pour les entreprises de plus de 50 ETP. Voilà, pour les moins de 50 ETP, désormais, il n'y aura plus d'avance à réaliser, c'est-à-dire que c'est le fonds GESIF lui-même qui va verser la rémunération directement sur le compte du salarié et l'entreprise n'aura plus à faire l'avance et donc à intervenir dans ce processus-là. Donc c'est un élément administratif qui vient faciliter également
le processus de gestion de ces CPF de transition pour les moins de 50 salariés. Ouais, vous le savez, les entreprises de moins de 50 sont l'une des grandes priorités de la réforme. Et il y a tout au travers de la loi pas mal de petits détails comme ça qui viennent faciliter la vie et la gestion de l'information dans les entreprises de cette catégorie de taille. Voilà ce qu'on peut se dire sur le CPF aujourd'hui en 3/4 d'heure. Je vais regarder les questions qui me sont remontées par notre équipe. Alors, CPF de transition, suspension du CDI. Oui, le contrat de travail est juridiquement suspendu. Voilà, donc il est suspendu sur la durée du parcours de formation. Donc, si c'est un parcours de formation qui est à temps plein, eh bien, il est suspendu sur l'ensemble de la période. Et puis, si c'est sur une période à temps partiel, si c'est 3 jours de formation par semaine, eh bien, le contrat est suspendu 3 jours par semaine. Mais c'est bien juridiquement une suspension du contrat de travail telle qu'on a pu la connaître pour le congé individuel de formation. Les 3 KE viennent en plus des heures CPF. Alors, les 3 KE viennent en plus du disponible sur le compteur, oui, voilà, ils viennent en plus de ça. Donc, un salarié qui a 3 000 € sur son compteur en 2020, eh bien, s'il bénéficie de la sanction, eh bien, il aura 3 000 € supplémentaires. Et ces 3 000 € ne viennent pas impacter le plafond au total. On pourra très bien avoir dans les années futures des compteurs à 5 000 €, qui est le plafond légal, avec 3 000 € en plus qui sera issu de la sanction liée à l'entretien professionnel. Voilà. Donc ça, là-dessus, ça vient évidemment en plus. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Nos conseillers ont répondu visiblement à tout le reste. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, pour les prestataires de CEP, oui, on n'en a pas parlé. On a toujours pour 2019 les mêmes opérateurs CEP que par le passé, donc Pôle emploi pour les cadres, pour les non-cadres, APEC pour les cadres, FONGECIF pour les salariés. Et puis, vous le savez, le marché des opérateurs de conseillers en évolution professionnelle va être ouvert aux prestataires privés, ce qui signifie qu'à partir du 1er janvier 2020, ce seront des prestataires privés qui seront opérateurs CEP en lieu et place des prestataires habilités historiquement. Toutes les sociétés qui sont concernées pour l'entretien pro, l'amende, vous le savez, elle est... alors, toutes les entreprises ont l'obligation de réaliser 3 entretiens professionnels et de vérifier que chaque salarié a droit à une formation, a droit à une certification, une VAE, et puis a droit à une évolution salariale au professionnel. Par contre, la sanction fiscale qui est rattachée au non-respect d'une formation, du droit à une formation non obligatoire tous les 6 ans, elle ne vise que les plus de 50 ETP. Voilà, donc il y a une obligation de contrôle général. Alors, ça ne veut pas dire que pour les moins de 50, il n'y aura pas de sanction. Simplement, la sanction, elle ne sera pas légale, elle pourra être jurisprudentielle. En cas de conflit, il est fort probable que les juges, dès lors qu'un salarié n'aura pas eu de formation tous les 6 ans et qu'il y a eu un préjudice de ce fait, eh bien que les juges condamnent les entreprises, y compris de moins de 50. Pouvez-vous me confirmer que pour des formations Team MBA, il peut y avoir un abondement de 15 000 €? Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais oui, de manière globale, les MBA sont assimilés à des formations management dirigeant. Et donc, très généralement, l'abondement est de 15 000 €. Pour rappel, cet abondement intègre le disponible sur votre compteur. Si les employés ne veulent pas mobiliser leur CPF, que pouvons-nous faire? Les inciter. Voilà. Après, juridiquement parlant, vous ne pouvez pas les contraindre. Vous le savez, ça ne date pas de 2018, ça date de 2014. Il y a l'obligation d'avoir, pour chaque dossier, l'autorisation individuelle de l'individu pour mobiliser son compteur. Voilà. On va s'arrêter là pour respecter le timing. J'ai réussi à le respecter aujourd'hui, c'est une bonne chose. On fera un dernier webinaire dans la série là, des 4 jeudi sur la ProA, qui est un dispositif relativement méconnu encore aujourd'hui et peu utilisé par les entreprises. Donc pareil, même modèle, 3/4 d'heure avec des temps d'échange de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en attendant, je vous invite à contacter vos conseillers, je le dis sans cesse, en cas de besoin complémentaire. Moi-même, je suis à la disposition des conseillers indirectement pour les accompagner dans leurs réponses. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt et je l'espère la plupart d'entre vous à jeudi. Bon appétit à tous, au revoir.